Ce qui détruit les mondes n'est pas toujours visible. Parfois, c'est une absence, une forme sans voix, un vide qui agit. Elle ne crie pas, elle ne menace pas, elle n'argumente pas. Elle glisse entre les décisions, s'installe dans les discours, pousse les peuples à voter contre eux-mêmes, à construire ce qui les brisera. Ce n'est pas le mal au sens classique, ce n'est pas l'ignorance brute, c'est une force plus subtile, plus pernicieuse. La stupidité nue, celle qui n'a pas conscience d'elle-même, celle qui ne cherche pas à nuire, mais qui détruit quand même. Chaque époque croit avoir vaincu la bêtise jusqu'à ce qu'elle gouverne à nouveau. Dans une salle de réunion, dans un clic partagé, dans un geste banal, le vide agit sous nos yeux sans qu'on l'interroge. Et c'est précisément là que réside son pouvoir. Elle n'a pas besoin de justification, car personne ne la soupçonne. Nous confondons trop vite la lumière de l'intellect avec la clarté de la conscience. L'histoire est pleine d'esprits brillants, capables de résoudre des équations qui défient l'imagination et, pourtant, d'appuyer ensuite sur la mauvaise poignée, d'ouvrir la mauvaise porte, d'enflammer sans le vouloir la poudre qu'ils venaient de mesurer au milligramme. Car la stupidité dont il est question ici n'est pas celle que l'on évalue par le QI, elle est déconnexion, une rupture entre la pensée et la chair du réel, entre l'idée et la réverbération de ses conséquences. C'est un navire somptueusement équipé, mais dont la quille ne touche plus l'océan. Il avance, oui, mais il ne sait plus sentir les courants profonds. Regardez l'ingénieur qui conçoit une ville sans trottoir pour piétons, le financier qui dérégule un marché jusqu'au krach, le parent qui inonde l'enfant de cadeaux pour combler une absence. Tous possèdent des neurones affûtés. Ce qui leur manque, c'est l'ancrage lucide, cette capacité humble à élargir le cercle de la causalité, à pressentir l'onde de choc qui dépasse leurs bénéfices immédiats. La stupidité surgit quand la conscience cesse d'embrayer sur la réalité complexe et préfère la ligne droite du confort intellectuel. Elle fait de la logique un tunnel, non une lampe. Pourquoi ce glissement? Parce que la lucidité est exigeante. Elle réclame de tenir dans la même main l'outil et la blessure qu'il pourrait infliger, la solution brillante et l'ombre qu'elle projette. Elle impose de ralentir la jubilation d'avoir trouvé la bonne réponse pour explorer encore le terrain qu'on ne voit pas. Le cerveau adore les raccourcis, le cœur, lui, craint l'inconfort du doute. Entre les deux se faufile la stupidité, telle une eau tiède qui endort la vigilance. On continue d'additionner, de planifier, de décider, mais on ne ressent plus le monde, on le calcule. Ainsi, la véritable intelligence n'est pas la vitesse de la pensée, mais la densité de la présence. Elle sait s'interrompre avant de conclure. Écouter l'écho d'une décision dans les couloirs du futur. Demandez, à qui cette victoire coûtera-t-elle? Celui qui ne pose plus la question n'est pas dépourvu de savoir. Il a simplement laissé sa raison flotter hors de la gravité humaine. Et c'est dans cette lévitation que naît, silencieusement, la force destructrice que nous appelons stupidité. Imaginez une place circulaire, pavée d'un marbre si poli qu'il reflète le ciel. Au centre, brûle un brasier symbolique l'intérêt commun, fragile et flamboyant. 4 silhouettes gravitent autour de cette flamme, chacune portant en elle un rapport singulier au feu. Le lucide approche d'un pas mesuré. Il alimente la braise, puis recule, conscient que la lumière n'a de valeur que partagée. Son geste crée un surplus. La chaleur se disperse et les corps alentours se redressent. Le Candide, lui, s'avance avec générosité, bras chargés de bois précieux, mais ne s'aperçoit pas que ses manches s'embrasent. Il nourrit la flamme au prix de ses propres réserves et repart grelottant, souvent dépouillé par ceux qui l'a réchauffé. Un peu plus loin, le bandit guette l'instant où la vigilance faiblit. D'un crochet rapide, il prélève une bûche incandescente pour chauffer son foyer privé, quitte à laisser la place publique frissonner. Tous autour voient l'injustice, mais au moins l'acte suit une logique. Son profit s'érige sur la perte des autres, et la mécanique est lisible, donc, en théorie, négociable. Reste le stupide. Il surgit sans rythme, saisit au hasard une poutre déséquilibrant l'édifice, ou renverse le brasier d'un coup de pied distrait. Ni bénéfice, ni intention malveillante. Il agit comme si la conséquence n'existait pas. Le feu se disperse, brûle ses propres vêtements, consume la réserve commune, et les témoins restent hébétés.
Quel calcul peut mener à un tel gaspillage? Aucun, justement. Là réside le vertige. L'incompréhensible échappe à la prévision. On peut marchander avec le bandit, protéger le candide, épauler le lucide, mais contre la trajectoire erratique du stupide, il n'existe ni traité ni rempart, car le cœur de son acte est un vide qui n'entend pas raison. Ces quatre figures ne sont pas des catégories fixes, elles tourbillonnent en chacun de nous comme les saisons intérieures. Il arrive au lucide de se fatiguer et de glisser vers l'ingénuité, au candide se sentir trahi et de basculer bandit, au bandit d'être touché par un éclair de conscience et d'offrir un sourire lucide. Mais dès qu'une part de nous cesse de sentir la portée de ses gestes, la silhouette du stupide se matérialise, et il suffit d'un seul coup d'aile maladroit pour que la structure tout entière vacille. Reconnaître cette cartographie n'est pas juger, c'est apprendre à habiter la place publique avec assez de vigilance pour nourrir la flamme sans la renverser, et assez de lucidité pour voir, derrière chaque ombre, le risque d'un feu qui s'éteint ou d'un brasier qui dévore. Il suffit parfois d'un geste infime, une rumeur répétée sans vérification, un partage impulsif sur l'écran bleu d'un téléphone, une décision bureaucratique signée à la hâte pour simplifier une procédure. Comme une particule virale portée par un souffle tiède, l'illogique s'introduit dans le corps social, d'abord inaperçu, puis se réplique à grande vitesse. Les premiers porteurs ne ressentent rien. Ils poursuivent leur route, convaincus d'avoir agi comme tout le monde. Et c'est précisément cela qui assure la dissémination. Car le virus de la stupidité s'abreuve de similarités. Plus le geste est banal, plus il trouve de cellules pour s'y loger. À l'échelle d'un réseau, chaque clic ressemble à l'atout d'un patient zéro. Il expulse le pathogène vers des milliers de regards dont les défenses critiques, fatiguées par l'incessant bombardement d'informations, s'affaiblissent. L'agent illogique se glisse alors dans la brèche ouverte par la paresse mentale. Il promet un soulagement immédiat, un récit simple, une indignation prête, à porter, un adversaire clairement identifié, et le système immunitaire de l'esprit, avide de repos, baisse la garde. Peu après, l'hôte contaminé répète le message, croyant exprimer une conviction. Il ne fait qu'exhaler la charge virale accumulée. Cette dynamique n'a ni quartier général, ni complot centralisé. Elle obéit à une loi biologique de moindre résistance. Là où la complexité exige du temps de digestion, le virus offre la vitesse. Là où la nuance demande un effort de synthèse, il propose la clarté brutale d'un slogan. Là où la responsabilité requiert la conscience des conséquences, il chérit l'instant présent, sans passé ni futur. Ainsi, l'illogique prospère exactement comme un microbe dans un organisme affaibli. Il colonise les interstices laissés vacants par l'absence d'attention profonde. Plus insidieux encore, le virus se camoufle dans le rire et la convivialité. Partager un mème désinformé peut sembler un acte sans gravité. Or, chaque éclat de rire devient une salive nouvelle pour transporter l'erreur. De fil en aiguille, l'espace public se transforme en salle d'attente où chacun éternue ses certitudes rapides. On croit converser, on ne fait que tousser en chœur. Pour enrayer cette épidémie silencieuse, les remèdes classiques du débat ne suffisent pas. Argumenter contre un virus, c'est l'inviter à muter. Il faut plutôt renforcer l'hygiène mentale, lavage régulier de nos affirmations sous le jet de froid du doute, quarantaine des émotions trop faciles, vaccination par la lecture lente et la contemplation prolongée. Car tant que nos esprits demeurent saturés, fatigués, pressés, le pathogène trouvera toujours un organisme à infecter. Seul un ralentissement volontaire, une reprise du souffle critique, peut restaurer l'équilibre et empêcher la stupidité virale de devenir pandémie morale. Sous les splendides voûtes d'un palais d'apparence, la stupidité porte un masque de porcelaine si fin que la foule l'honore comme la plus haute intelligence. Elle s'avance drapée de diplômes, escortée par des chiffres de fortune, par des parfums de réussite. Les flashs crépitent. L'éclat visuel fige le jugement, et l'effet de halo se déploie cette illusion optique qui peint la sagesse sur chaque visage gracieux, la clairvoyance sur chaque uniforme décoré. Ainsi se glisse l'absurde, non plus clochard en guenilles, mais duchesse coiffée d'or. La flatterie des signes extérieurs court-circuite les alarmes critiques. On suppose que la beauté sait, que la richesse prévoit, que
que le pouvoir comprend. Pourtant, derrière le sourire calibré, il peut y avoir la même cécité causale, le même vide d'examen intérieur que dans l'imprudence la plus grossière. Machiavel aurait averti. La couronne n'ajoute aucun rayon à la lucidité. Elle ne fait qu'amplifier les conséquences des erreurs. Jung, lui, aurait parlé de la persona, ce masque social si brillant qu'il aveugle celui qui le porte avant d'aveugler les autres. Car plus l'entourage projette perfection et omniscience, plus l'intéressé risque de confondre éclat et lumière authentique, autorité et vérité. Dans les conseils d'administration, dans les studios de télévision, dans les tribunes politiques, on applaudit des décisions creuses simplement parce qu'elles tombent d'une voix charismatique. Quelques mots ciselés, un costume taillé, et l'assemblée hoche la tête. Personne n'ose interroger la charpente logique, de peur de paraître jaloux ou ignorant. L'effet halo devient alors un dôme acoustique. Il renvoie chaque question vers celui qui la pose, jusqu'à ce que l'esprit critique se taise, convaincu de sa propre inconvenance. C'est ainsi que naissent les fiascos flamboyants. Ponts s'effondrant malgré les rubans inauguraux, innovations vendues comme miracles avant de révéler leur nocivité, guerre entamée sous l'éloquence d'un uniforme impeccable. Le masque prestigieux a anesthésié la vigilance collective. La stupidité, nichée dans le velours, a œuvré sans résistance. Pour percer ce vernis, il faut réapprendre à distinguer l'or de la pyrite, examiner la cohérence derrière l'éloquence, interroger la causalité derrière le prestige. Se souvenir qu'une peau lisse ne garantit pas la profondeur, qu'un diplôme ne prévient pas l'aveuglement, que la beauté n'implique aucune boussole morale, car tant que nous confondrons éclat et clarté, la stupidité continuera d'avancer sous les lustres, couronnée par nos propres projections. Le mal, lorsqu'il ourdit ses plans, laisse toujours filtrer une géométrie. Il trace des axes d'intention, profit, vengeance, conquête. Si l'on observe patiemment, on distingue des lignes de fuite, des cibles, des délais, de sorte qu'un analyste chevronné, un négociateur habile ou même un simple instinct de survie peut, à défaut de contrecarrer, au moins anticiper la morsure. Le mal suit une grammaire. Il se nourrit de causes lisibles et d'effets mesurables. On peut lui parler le langage du troc ou de la dissuasion. Que veux-tu? Que risques-tu? Que gagne-t-on à s'éviter? Souvent, il accepte le marché, car il a une bourse à remplir, un trône à ériger, un ennemi à abattre. La stupidité, elle, n'a pas de syntaxe. Elle est un souffle brusque qui renverse la chandelle, fait flamber les tentures et s'étonne ensuite de la fumée. Elle surgit dans un couloir sous forme d'ordre mal compris, de boutons pressés sans lecture préalable, de plaisanteries déplacées, dévoilées en conférence internationale. Aucune intention ténébreuse, aucun intérêt caché, simplement l'absence fulgurante de lucidité. Vous croyez encore négocier. Déjà, la décision illogique est partie comme un chien sans laisse, semant des dégâts qu'aucun calcul ne prévoyait. C'est pourquoi le stupide inquiète plus que le bandit. Ce dernier peut ruiner une banque, mais rarement un continent. On connaît son vecteur, l'avarice. Le stupide, lui, peut déclencher une catastrophe écologique en signant un formulaire mal lu, relancer une guerre économique en confondant deux chiffres, propager une rumeur médicale qui tue à longue portée. Et lorsqu'on cherchera un motif, on ne trouvera qu'un trou noir d'insouciance. D'où la vulnérabilité des sociétés modernes, hyperconnectées, elles deviennent des réseaux d'amplification où la moindre absurdité résonne, grossit, se multiplie, jusqu'à surpasser en dégâts les intrigues les mieux ourdies. Face au mal, on érige des forteresses. Face à la stupidité, les murs n'ont pas d'emprise, car elle naît à l'intérieur, souvent derrière les murs mêmes qu'on croyait sûrs. Elle n'entend pas nos alarmes. Elle avance, béate, armée de formulaires, de procédures et de certitudes creuses. On ne la corrompt pas. Elle n'a rien à négocier. On ne la raisonne pas. Elle ne suit aucune logique. Sa seule faiblesse est la lumière crue d'une vigilance permanente. Cet acte de conscience qui questionne même l'évidence la plus banale. Que suis-je en train de déclencher? Tant que cette question reste tue, la stupidité peut, du creux d'un geste anodin, ouvrir des gouffres que le diable lui-même n'aurait imaginés. Il y a, tapis dans les replis de notre chair,
une sentinelle ancestrale, l'insula. Cette île de matière grise, nichée sous les plis du cortex, s'éveille d'ordinaire au contact d'une viande avariée, d'une plaie purulente, d'une puanteur qui promet maladie. Mais ce même éclat d'alarme se déclenche lorsqu'un acte déraisonnable traverse la pièce. Une décision absurde, une rumeur prise pour vérité, une imprudence qui met tous les présents en péril. Sans que nous puissions l'expliquer, le corps se crispe, la lèvre se retrousse, le cœur accélère. C'est la même grimace que devant un morceau de poisson tourné. Pourquoi cette confusion sensorielle? Parce que la stupidité, dans son essence, est perçue par le cerveau comme un agent pathogène social. Elle corrompt la logique commune, fragilise la coopération, menace la survie tribale tout autant qu'un aliment contaminé. Lorsque l'insula crépite, elle lance un message chimique. Écarte-toi, protège-toi, assainis l'espace. C'est un réflexe plus ancien que la morale, ancré dans l'époque où une erreur de jugement confondre une baie toxique avec une baie comestible pouvait décimer le clan. Aujourd'hui encore, une décision irrationnelle au volant ou un partage massif de désinformation peut faucher des vies. Le cerveau n'a pas oublié, mais ce mécanisme d'autodéfense a ses paradoxes. La plupart du temps, nous masquons la répulsion sous le vernis de la politesse. La société exige que l'on tolère l'opinion de chacun, même lorsqu'elle suinte l'incohérence. Alors la réaction physiologique se trouve piégée. L'insula hurle, mais la langue se force à sourire. Cette dissonance crée une fatigue psychique, un malaise diffus que l'on nomme, faute de mieux, exaspération. Plus le nombre de stimuli absurdes augmente, tweets grotesques, slogans vides, décisions publiques, incohérentes, plus le système nerveux se voit inondé de micro-décharges de dégoût sans jamais pouvoir achever son geste d'écartement. De là naît une forme d'immunodéficience collective. L'alarme intérieure, sollicitée trop souvent, s'émousse comme un muscle surexploité. On finit par ingérer l'absurde comme on avalerait un aliment légèrement faisandé. D'abord par nécessité, puis par habitude, enfin par dépendance. Le danger n'est plus seulement dans l'acte stupide, mais dans l'anesthésie progressive de notre capacité viscérale à le reconnaître. Rallumer cette boussole biologique suppose de réhabiliter le droit au refus, refuser la logique boiteuse, refuser le relais automatique, refuser de traiter la stupidité comme une simple variation d'opinion. C'est une hygiène intérieure, aussi essentielle que se laver les mains avant un repas, pour que l'insula puisse à nouveau distinguer l'air sain du miasme invisible qui l'empoisonne. La cité connectée crépite comme un transformateur survolté. Ses artères numériques pulsent chaque seconde des millions d'impulsions qui ne cherchent pas à éclairer, mais à capter. Dans cette clameur d'écran, l'algorithme est devenu grand prêtre. Il dresse l'autel de la simplicité instantanée et sacrifie, sans remords, la nuance et la lenteur. Plus un message est court, plus il voyage vite. Plus il voyage vite, plus il se répète. Plus il se répète, plus il paraît vrai. La boucle est close. La viralité tient désormais lieu de crédibilité, et la foule acclame le slogan comme on acclame autrefois l'oracle, persuadé que le nombre tient lieu de preuve. Dans ce climat, la stupidité ne se contente plus d'exister. Elle prospère, fertilisée par 3 engrais puissants. Premier engrais, l'économie de l'attention. Chaque seconde où vous hésitez, où vous interrogez, l'application perd de l'argent. Elle préfère vous maintenir dans un flux d'émotions primaires, colère, peur, jubilation, qui garantissent le clic réflexe. La réflexion complexe est un gouffre économique, la réaction épidermique, un gisement inépuisable. Deuxième engrais, la polarisation identitaire. Les plateformes récompensent l'appartenance à un clan, car le clan fidélise. Entretenir la faille, eux, nous, augmente le temps d'écran. Les nuances, elles, effacent la frontière. Elles sont donc invisibilisées. Troisième engrais, la gamification du discours. Les likes, retweets, duels de commentaires transforment le débat en arène. On ne cherche plus la vérité, mais le score. Dans cette compétition, la proposition la plus extrême marque davantage de points que l'argument mesuré exactement comme un cri perce mieux la rumeur qu'un murmure. Sous cette triple poussée, l'absurde collectif se déploie comme un lichen sur un mur humide.
Il colonise d'abord les petites fissures, un mème sorti de son contexte, une statistique tronquée, une rumeur trop belle pour vérifier. Très vite, l'image devient repère, la rumeur devient récit, le récit devient doctrine. Qui veut s'y opposer doit affronter la mécanique même de la place publique. Il apparaît lent, ennuyeux, voire suspect. L'algorithme, indifférent à la vérité, labellise sa prudence comme contenu peu engageant. La foule, privée de temps d'attention, balaie son avertissement d'un glissement de pouce. Or, cette inondation d'absurde n'est pas qu'un spectacle. Elle reconfigure la matière première de la vie civique. Des communautés se dressent sur des axiomes infondés, des votes se fondent sur des peurs fabriquées, des politiques publiques naissent pour répondre à des chimères. Et parce que l'errance cognitive est partagée, elle s'auto-valide. Si tout le monde l'a vu, c'est que c'est réel. Jamais la prophétie autoréalisatrice n'a disposé d'un microphone aussi vaste. Pourtant, derrière la fureur des flux, le remède demeure accessible. Fermer l'écran avant la conclusion automatique, réintroduire une pause, un soupir, un détour par une source contradictoire. Chaque silence conscient planté dans ce bruit est une graine de résistance. Car l'absurde, comme toute moisissure, craint la lumière franche et la ventilation de la pensée longue. Comment ne pas se laisser happer? La première barricade n'est pas extérieure. Elle se dresse dans le vestibule intime où vos pensées surgissent. Avant de pointer le doigt vers les écrans, il faut placer un miroir sous la lampe. D'où vient l'impulsion qui me fait repartager, commenter, acquiescer? Est-ce curiosité authentique ou simple besoin de résonance? Tant que cette question reste floue, vous êtes une porte entr'ouverte pour la contagion de l'absurde. Érigez alors un rituel d'hygiène mentale, semblable au lavage des mains après la foule. Inspirez, comptez 3 battements de cœur, expirez sans rien toucher. Ce temps microscopique suffit parfois à révéler la fissure logique. Un chiffre sans source, une anecdote déguisée en axiome, un appel à la peur maquillé en urgence. Là, décidez, non par réflexe, mais par choix éclairé, si vous laissez l'objet entrer ou si vous l'abandonnez au seuil. Deuxième rempart, le refus poli, mais ferme, de collaborer avec l'illogique, même lorsque celui-ci porte un visage familier ou un insigne respectable. Le collègue partage une rumeur, demandez-lui l'origine plutôt que d'en rire pour ne pas faire d'histoire. Un responsable exige une décision précipitée, réclamez le délai nécessaire à la vérification. Cette constance dérange, parfois isole, mais elle fait gagner un espace de respiration qui empêche l'erreur d'enfler. Troisième ligne de défense, la pratique du double regard. À chaque conviction ancrée, cherchez volontiers son ombre, un auteur contraire, une donnée incompatible, un témoin d'un autre bord. Non pour vous flageller, mais pour empêcher la formation de la zone aveugle où germe la stupidité. Songez à l'alpiniste qui teste chaque prise avant d'y confier tout son poids. Il n'insulte pas la roche, il honore la gravité. Enfin, cultivez le silence fécond. Dans un monde qui récompense la réaction, le mutisme réfléchi devient acte de résistance. Dites-vous ceci, plus une question est complexe, plus elle mérite d'être portée en vous comme une graine sous terre, avant toute germination verbale. Ce temps privé où l'idée s'assombrit, se fend, se nourrit de contradictions, la prépare à sortir racines et tiges solides. Alors seulement votre parole ou votre refus de parler deviendra acte clair et non complice involontaire du vacarme. Ces gestes ne promettent pas l'invulnérabilité. Ils offrent mieux, une vigilance vivante, capable de reconnaître le virus stupide quand il chuchote plutôt que lorsqu'il hurle déjà dans les rues. Quand le tumulte s'éteint et que l'écran devient noir, il ne reste plus qu'un battement, le vôtre. C'est là, dans cette chambre intérieure, que se joue l'ultime responsabilité refusée de laisser la stupidité rédiger votre destin. Résister n'exige pas des discours enflammés. Cela commence par un geste humble, ralentir la pensée, éclairer chaque intention, honorer le doute comme on honore le souffle. Car la stupidité, rappelons-le, n'est pas une absence d'intellect, c'est l'abdication silencieuse de la conscience. À chaque fois que vous décidez de questionner avant d'approuver, d'écouter avant de riposter, vous brisez un maillon de la chaîne qui propage l'absurde. Mais cette veille ne peut demeurer solitaire. Si une seule chandelle repousse l'ombre d'un pas, un cœur de flamme peut reconquérir l'horizon.
Alors partagez ces mots. Envoyez-les à ceux qui courent trop vite pour réfléchir, à ceux qui doutent en secret de la rumeur unanime. Osez la conversation lente, celle qui préfère la profondeur aux likes éphémères. Abonnez-vous pour recevoir d'autres éclats de lucidité. Chaque lecture future sera une pierre supplémentaire dans la digue que nous élevons ensemble contre le vacarme stérile. Enfin, laissez en commentaire votre question la plus brûlante, votre expérience de vigilance ou votre fissure encore obscure. C'est dans ce dialogue honnête que germe la sagesse collective. Nous n'avons pas besoin de convaincus supplémentaires, mais de consciences éveillées, capables de dire non à l'automatisme et oui à la clarté. Rejoignez le cercle silencieux des veilleuses et des veilleurs, un réseau invisible mais plus solide que tous les slogans prêts à tenir quand l'éclat séduisant de la stupidité cherchera, demain encore, à commander nos pas.